Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre qui se révélera très certainement évidemment passionnante, mais je suppose que vous avez été peut-être comme moi, quand on m'a proposé l'animation de ce débat, surpris par le plateau qui nous était proposé, à savoir cette rencontre entre Virginie Despentes, à ma droite, auteure de nombreux livres, et notamment récemment de la série Vernon Subutex, dont 2 tomes sont parus jusqu'à présent, et de Marie-Hélène Lafon, auteur aussi de nombreux livres et lauréate, je peux dire lauréate, oui, du Goncourt de la Nouvelle, très récemment, en avril ou mai, c'est ça, vous m'avez dit, en mai, donc 2016. Cette rencontre peut paraître surprenante, parce que quand on a lu Virginie Despentes depuis un certain nombre de livres, et même si on ne connaît que Vernon Subutex, je pense qu'on vous associe d'abord à des univers tout bêtement, j'ai envie de dire, en premier abord urbain. Vernon Subutex, c'est l'errance d'un personnage à Paris aujourd'hui, ça a commencé il y a quelques années, évidemment. Alors que les nouvelles de Marie-Hélène Lafon, celles de ce recueil, mais globalement l'ensemble de votre œuvre, sont quand même plutôt... je suis peut-être un petit peu réductrice en disant cela, mais associée à une forme se déroule dans un univers d'abord souvent rural, ou en tout cas une époque aussi un petit peu, en tout cas pas du tout urbaine, et pas du tout en prise avec le rythme et le pouls de nos vies urbaines, des vies citadines. Alors c'est vrai qu'au début, votre rencontre peut paraître un petit peu surprenante, et ensuite on est encore plus étonné, mais on va s'apercevoir qu'en fait, il y a vraiment des points communs entre vos conceptions de l'écriture, d'apprendre que Virginie Despentes, qui est membre du jury de l'Académie Goncourt, et donc du jury Goncourt, fait partie, elle n'est évidemment pas la seule, mais elle fait partie des jurés qui étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de remettre le prix à Marie-Hélène Lafon, le Goncourt de la Nouvelle. Alors, j'ai juste envie de vous demander, pour commencer, évidemment, cette présentation de vos œuvres paraît un petit peu caricaturale ou schématique, et c'est vrai que si on en reste à ça, on risque pas de comprendre grand-chose. Mais Virginie Despentes, est-ce que ça vous surprend, que ça nous surprenne, votre enthousiasme pour les nouvelles de Marie-Hélène Lafon? Un petit peu. Au sens où histoire, alors comment dire, effectivement, moi j'écris pas tellement d'histoires qui se passent à la campagne, mais à part ça, dans ce qu'on pourrait appeler l'efficacité ou l'économie ou la sobriété ou l'intensité de l'écriture de Marie-Hélène Lafon, je pense pas qu'on soit surpris. Enfin, moi, ça me surprend pas. J'ai découvert en fait Marie-Hélène Lafon il y a peu de temps, il y a un peu plus d'1 an, quand elle a fait paraître un livre qui s'appelait Chantier, qui était une drôle de façon d'entrer dans son œuvre, parce que c'est un livre sur ses influences, sur ses goûts. Et par contre, de la première page, j'ai reconnu un auteur qui m'était proche, pas humainement, puisqu'on se connaît pas, mais qui m'était proche dans sa façon de... alors on n'écrit pas de la même façon, mais quand même dans sa façon de chercher à écrire quelque chose qui pourrait avoir avec la sincérité, même si ça fait un peu, c'est quelque chose de naïf de le dire comme ça, mais c'est vrai, quelque chose qui a à faire avec la sincérité, mais aussi avec une force d'indignation, plus contenue peut-être chez Marie-Hélène Lafon que chez moi, mais quand même sur ce moteur d'une force d'indignation. Et aussi, en entrant dans le travail de Marie-Hélène Lafon par Chantier, de me rendre compte qu'on avait quelques influences importantes en commun. Et ensuite, je l'ai entendu en parler, notamment Calafert. Et effectivement, Calafert, on pourrait dire, est comme un point... Calafert, qui est un auteur lyonnais, mort aujourd'hui, mais contemporain, récent, qui a énormément compté pour moi, qui n'est peut-être pas aussi connu et lu qu'il le mérite, parce que c'est vraiment un classique de la littérature française. Et on pourrait dire que Calafert est comme le point qui serait à mi-chemin, qui explique le trait commun, le point d'union, le trait d'union entre nos deux travails.
Marie-Hélène Lafont, est-ce que vous reconnaissez aussi des affinités a priori avec le travail de Virginie Despentes, ou est-ce que de la même façon, c'est en lisant et en approfondissant les choses, en y réfléchissant, que les choses apparaissent? Moi, il ne faut jamais commencer comme ça, mais enfin bon. Bref, c'est pas grave. Je dois dire que j'avais peu lu Virginie Despentes. Et donc, comme je suis une ancienne bonne élève, je me suis dit, tu vas en manger du Virginie Despentes. Donc, j'en ai mangé, là, tout ces temps derniers. Et je n'ai pas eu besoin de me forcer. Je veux dire par là que dès que je suis entrée, j'ai reconnu quelque chose que j'appelle, moi, l'empoignade. Alors, l'empoignade avec le réel, avec le monde, alors qu'il soit citadin et dans l'extrême ici et maintenant, ou qu'il soit rural, voire pire que rural, agricole, et prétendument, parce que ça n'est qu'une apparence, mais un peu passé, j'ai pas dit passéiste, mais passé, bref, peu importe, l'empoignade avec la chair du monde et l'empoignade avec le verbe. Voilà, j'ai reconnu ça. J'ai reconnu le désir et la nécessité d'écrire. Et la tension. Voilà, alors la tension, ça a toujours quelque chose à voir avec la rage. Alors avec quelque chose de plus explicitement politique dans les livres de Virginie Despentes, mais voilà, donc évidemment que tout ce que je viens de dire là traverse profondément l'œuvre de Louis Calafert. Et si ce moment partagé est une occasion d'exhumer son nom, parce que je ne comprends pas pourquoi cet homme-là n'est pas plus lu, plus connu, etc. Mais déjà, nous n'aurons pas perdu notre temps. Et il y a un livre de Louis Calafert qui s'intitule « C'est la guerre », et qui, hélas, est en grande partie indisponible. Juste, vous allez comprendre, « C'est la guerre », ça commence comme ça. C'est une après-midi de septembre, tiède et gris. Le tocsin sonne, on arrête de jouer. La dernière phrase du livre, c'est « On tombe des femmes partout ». Entre les deux, vous avez toute la guerre 39-45, vue par un garçon qui a 11 ans au début et 15 ans à la fin. Il y a tout. Il y a le monde entier. Voilà. Et c'est d'un accès totalement immédiat. C'est d'une colère phénoménale, d'une tendresse phénoménale. Voilà. Donc, il y a des écrivains comme ça qui sont comme des pays qu'on habite et dans lesquels on se sent large, au large. Voilà. Et ce que je viens de dire là, la rage et la tendresse, c'est dans vos livres. C'est dans vos livres. Donc, ça a été une rencontre pour moi aussi. Est-ce que l'une et l'autre voulez bien nous dire justement comment a été votre rencontre avec Calafert, enfin, nous expliquer un petit peu comment s'est fait la rencontre et si ça a été, la reconnaissance a été immédiate. Parce que, oui, en ce qui me concerne, lui, c'était il y a très longtemps. Oui, maintenant, il y a plus de 20 ans. J'ai lu un livre de Calafert qui s'appelle Septentrion, qui est probablement qui est son œuvre la plus connue et qui est peut-être son grand classique, et qui est un livre d'une grande violence. Ça décrit le parcours d'un travailleur, d'un ouvrier, et très sexuel. Le livre est a énormément trait à la sexualité, et c'est une langue inouïe, c'est-à-dire c'est un peu comme si Louis-Ferdinand Céline n'avait pas été d'extrême droite. Je ne sais pas comment dire, parce que Calafert est quelqu'un de très croyant, et même avant même qu'il soit vraiment croyant, ça sent, il y a quelque chose de la ferveur, il y a quelque chose effectivement de la tendresse, il y a quelque chose de bonté, mais par contre son traitement de la langue orale, sa recherche de la langue orale, c'est aussi un peu comme si Louis-Ferdinand Céline, parce qu'il y a quelque chose comme ça sur l'oralité, il arrive un peu plus tard que Louis-Ferdinand Céline, il y a quelque chose sur l'oralité qui peut être comparable, mais Calafert écrit vraiment pour les gens qui travaillent à l'usine, alors que Louis-Ferdinand Céline écrit plutôt pour avoir le Goncourt. Calafert parle vraiment des ouvriers aux ouvriers, et il en parle avec par contre toute la complexité, il déploie totalement donc du coup toute la complexité de ce que c'est
d'être en bas dans la société, sans faire l'impasse sur aucune des complexités de pensée qu'on a aussi quand on est un ouvrier. Il n'imagine pas que l'ouvrier va penser plus brut parce qu'il parle plus brut, ni qu'il va... Et de la même façon, quand il se pose des questions sur son rapport au désir et au sexe, il passe par toute une gamme en fait, de nuances, pourtant avec une langue extrêmement brutale. Et donc pour moi, la rencontre avec le Septentrion de Calafert a été vraiment comme un coup de tonnerre. C'est vraiment un livre que j'ai lu et relu à l'époque. J'ai dû le lire 3 fois d'affilée. Parce que est-ce que c'est le genre de livre jamais vu ça, ouais, qui peut donner et qui peut autoriser à écrire ou aider à trouver une manière d'écrire ou à une manière de lire, savoir ce qu'on attend réellement d'un livre, ce qu'on attend réellement d'un grand roman, d'où est-ce qu'on écrit pour qui, par exemple, oui, c'est important, mais aussi, oui, en ce qui me concerne, moi, personnellement, techniquement, qu'est-ce que c'est qu'essayer de travailler sur la langue orale ? Qu'est-ce que c'est que travailler sur une langue qui n'est pas une langue académicienne du tout, mais la travailler quand même à l'écrit, oui. pour qu'elle puisse se fixer sous forme de livre. Donc oui, dans mon travail, je pense que Calafert, à un moment donné, m'autorise comme Bukowski, à comprendre jusqu'où on peut aller avec cette langue-là, jusqu'à quel point d'intelligence et de complexité on peut aller on peut s'autoriser à aller avec cette langue-là. Marie-Hélène Lafont. Oui. Alors, moi, j'ai commencé par Septentrion aussi. En revanche, en vous écoutant, je me demandais à quel moment je l'ai lu, et en fait, je ne me souviens pas. Il a fallu que je regarde la date que j'inscris toujours quand je lis un livre. Voilà. C'est-à-dire que je ne me souviens pas si je l'ai lu avant de commencer à écrire ou pas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été décisif pour moi dans l'autorisation à l'écriture. Hein. Sinon, je m'en souviendrai. Voilà. En revanche, quand j'ai lu Septentrion, que j'ai relu depuis, je me suis dit, quand même, le sexe en écriture, c'est une des choses les plus difficiles qui soient, les plus acrobatiques qui soient. Et lui, pour moi, c'est le maître dans l'explicite, parce qu'on peut très bien faire dans l'implicite. Ça, en ce qui me concerne, je fais ça volontiers. Hein. Je fais monter le désir et puis après, hop, je dérobe. Donc évidemment, hein, bon, c'est une façon de faire. On fait comme on peut. Hein, bon. Calafert, il fait pas comme ça. Hein, il y va. Hein, et voilà. J'ai encore à ruminer et à apprendre à cet égard, en ce qui le concerne. Et ensuite, j'ai lu d'autres livres de lui. Je n'aime pas beaucoup La mécanique des femmes, par exemple, qui est souvent un livre de lui qui est très connu et que je trouve assez réducteur. Mais Septentrion, c'est une aventure de lecture, c'est une odyssée de la langue, du corps, c'est une odyssée politique aussi. Et puis c'est la guerre. Il faut militer pour que C'est la guerre soit à nouveau disponible en librairie. Et vous allez vous ruer. Je pense que le livre sur la place est un bon endroit pour lancer ce genre d'appel. Il devrait recevoir un écho important. Marie-Hélène Lafont, donc, c'est le Goncourt de la nouvelle. Je ne peux pas m'empêcher du coup de demander aussi à Virginie Despentes. Alors évidemment, je n'ai pas lu tout ce que vous avez fait. J'ai lu plusieurs de vos œuvres, mais c'est vrai que je ne vous identifie pas. Vous avez certainement écrit peut-être des nouvelles, mais c'est vrai que ce n'est pas à ce à quoi je pense spontanément. Donc j'ai d'abord envie de vous demander quand même si c'est un genre ou une forme que vous pratiquez facilement, que vous aimez pratiquer, ou alors parfois on s'intéresse aussi à ce que font les autres parce que soi-même on ne le fait pas. Il m'est arrivé d'écrire des nouvelles, c'est pas ma forme de prédilection, mais j'aime beaucoup lire les nouvelles des autres. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on en écrit de moins en moins, parce qu'il y a une légende qui veut que ça se vende peu, je crois. Enfin, c'est-à-dire, j'imagine qu'on en écrit toujours beaucoup, mais qu'on en publie moins. Moi, j'ai l'impression que les gens autour de moi lisent facilement des nouvelles. Et donc, pour en venir aux nouvelles de Marie-Hélène Lafont, Histoire, donc, qu'on a reçu il y a un peu plus d'1 an, il s'agit d'un recueil de nouvelles, je pense, sur une vingtaine d'années, hein, qui comptent toutes pour point commun, donc le monde paysan ou agricole. Et donc, du livre, même, on a une sensation presque de progression chronologique, c'est-à-dire qu'on va du plus passé au plus présent. Moi, ça me touche, pour revenir à vos premières questions, c'est que je suis du côté de mon père de cette origine paysanne, et c'est quelque chose que je connais de l'enfance, de ma famille, sont restés beaucoup dans ce contexte, et que j'ai reconnu immédiatement, même si ma famille c'est pas ce genre de paysan,
une atmosphère, une ambiance, quelque chose qui presque qui est de ma famille. Et avec une écriture qui est toujours impeccablement apte à saisir son sujet. Ça veut dire qu'on est toujours assis dans la cuisine, on sent, Marianne Lafon parle beaucoup de comment les choses s'incarnent, du corps, et effectivement, à chaque fois, la phrase n'est pas là pour épater le lecteur ou faire être une belle phrase, quoi, mais c'est une phrase qui va vraiment saisir exactement de ce qu'elle est en train de décrire et qui va nous asseoir exactement à la table, là où se déroule. À la table, je dis à la table, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuisine. Enfin, j'ai eu l'impression de sensation beaucoup de cuisine. Il n'y a pas que des tables, mais exactement dans l'endroit de la nouvelle, quoi. Donc c'est vrai que ça a été pour moi un recueil, ça a été une évidence de le défendre. Ce que dit Virginie Despentes, là, sur ce qu'elle trouve que vous réussissez parfaitement à faire, est-ce que c'est consciemment quelque chose que vous essayez de faire aussi ? Je fais comme je peux. Oui. C'est-à-dire que vous avez prononcé un mot qui est très important, c'est la question de l'incarnation. Pour moi, écrire, c'est ça. Hein. C'est incarner, c'est-à-dire c'est donner chair. Faire exister. Il faut que la table, vous la voyez. Il faut que vous ayez, en lisant le livre, sous le gras des doigts, le grain de la toile cirée. Voyez, et que l'odeur de la cuisine vous rentre dans le nez, sont jaunes aussi, parce que les cuisines sont jaunes quand même. Hein, voilà. Il faut que tout ça soit là, et qu'il n'y manque rien. Vous voyez ? Et mon travail, c'est ça. La phrase, je la travaille pour ça, pour tendre à ça. Alors, il se trouve que ce qui est mon terreau, ce dont je veux, ou dont je voudrais inscrire une trace dans les livres que j'écris, c'est un univers, en effet, paysan, plus encore que rural, paysan, très visiblement menacé d'extinction, très secoué, et qui surtout, d'ailleurs, ce que vous venez de dire en est, je crois, révélateur, univers paysan qui surtout souvent est sociologiquement le socle de nos familles, très souvent. Hein, puisque le socle agricole dans la population française, il est souvent très proche, à 1 ou 2 générations. Et quelque chose a été laissé, quelque chose a été quitté, abandonné, parfois répudié parce qu'on voulait absolument en réchapper et le laisser le plus loin possible derrière soi, ou au contraire, et toutes les variantes possibles et inimaginables sont là, ou au contraire, quelque chose a été abandonné faute de pouvoir faire autrement. Et je crois que les livres que j'écris, ça, j'en avais pas du tout conscience hein, en commençant à les écrire. J'ai commencé à les écrire parce que j'avais nécessité à le faire. J'avais désir et nécessité. Mais ce dont je me suis rendu compte a posteriori, c'est qu'il travaillait au corps le lecteur à cet endroit-là. C'est-à-dire du côté d'une généalogie, même si le mot paraît un peu grand, paysanne. Voilà, qui est quand même, encore une fois, sociologiquement, hein, il suffit de penser exode rural, évolution, voilà, on est à moins de 3% de paysans dans la population active aujourd'hui, on était à plus de 50% au début du siècle, enfin du XXe siècle. Hein. Donc voilà, c'est... Et ce que j'écris, c'est là, c'est à cet endroit-là. Et je peux pas faire autrement. Alors, j'ai tâté de l'écriture citadine. Hein. Ça pourrait être. Et alors, oui. Ah, j'en ai tâté très tôt. Parce que j'ai vécu 18 ans en prise directe avec ce monde paysan, puisque mes parents et mon frère sont encore paysans aujourd'hui. Je n'ai pas justement cette génération intermédiaire que vous avez ou que la plupart des gens ont. 1, parfois 2, parfois même 3. Alors, il se trouve que c'est un hasard, mais que moi, je n'en ai pas de génération intermédiaire. Ce qui explique peut-être le côté très frontal hein, que j'ai d'empoigner, pour reprendre ce verbe, les choses. Hein. Mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans cet univers, et je vis à Paris, ça fait très longtemps que j'ai plus de 18 ans, donc je vis à Paris depuis très longtemps. Et dès mon 3e livre, donc 2003, j'ai éprouvé la nécessité d'écrire un livre en tension entre les deux mondes. Hein, vous avez parlé tout à l'heure il y avait de la tension dans les premières choses que vous avez dites. La notion de tension, c'est fondamental dans l'écriture, à mon sens. Hein. Et donc, j'ai commencé à écrire des livres en tension entre le monde paysan, d'où je venais, et l'autre.
C'est-à-dire qui pour moi est un monde second, un monde d'adoption, le pays second, même si j'y ai vécu beaucoup plus longtemps, qui est citadin, extrêmement citadin, qui est lettré, puisque c'est là qu'on fait les études, enfin que je les ai faites en tout cas, hein, enfin, qui est du côté de la culture officielle, l'autre étant du côté d'une forme de culture officieuse, enfin, etc. Vous voyez que les lignes de tension sont nombreuses et fécondes en écriture. Hein, voilà. Donc je me suis aventurée là, dès mon 3e livre qui s'intitule Sur la photo, qui est un machin totalement acrobatique. Et j'ai publié aussi en 2005 un roman qui s'intitule Meaux, qui se passe dans la banlieue d'Avignon et qui se termine à Marseille. Et Meaux, c'est Mohamed. Il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. C'est un livre du bitume. Je cherche ça. Je cherche la bonne tension de la phrase et le bon rythme. Bon, c'est pas le bon mot, juste. Voilà. Et vous avez un rythme qui est un arraché de la phrase. Un arraché, vous voyez, un arraché de la phrase qui est dans la trépidance citadine ordinaire. Moi, je le cherche. Et vous travaillez comment? Vous relisez énormément? Ça se passe Je travaille comme une brute. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, longtemps. J'aime bien le mot besogneuse. C'est pas un mot, c'est pas chic, hein, mais moi je suis une travailleuse du verbe. Je suis une travailleuse du verbe, je suis une besogneuse du verbe. C'est-à-dire que j'ai un premier jet, comme tout le monde évidemment, hein, mais enfin si on s'arrêtait là, hein, donc je retravaille beaucoup à partir de ça. Hein. Donc je lis énormément à voix haute, je laisse poser beaucoup, je reprends. Et mon éditrice qui est là pourrait en témoigner, j'ai beaucoup de mal à lâcher le texte, quoi. Il y a toujours un point où j'arrive à un état d'éreintement avec lui. Vous voyez, empoignade, étreinte, éreintement, bon, c'est très sexuel pour le coup. Hein. Il y a toujours un moment où je suis en état d'éreintement avec le texte, alors je le lâche. Hein, on n'en peut plus, lui n'en peut plus, moi non plus. Et là où ça travaille, c'est très, très précisément un adjectif, pas d'adjectif, un adjectif monosyllabique, un adjectif de 4 syllabes ou plus, l'imparfait, le passé simple, hein, virgule, point virgule, pas de signe de ponctuation, enfin c'est ça le travail. Hein. Les adverbements, il y en a trop, hop, etc., etc. La grammaire, j'aime la grammaire, c'est ma plus vieille maîtresse, la grammaire. Voilà, voilà, donc je travaille beaucoup. Vous parliez là du rythme. Vous travaillez à l'oreille, oui. Et vous lisez à haute voix ou oui. 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 D'ailleurs, je peux lire à haute voix là? Mais oui, je crois qu'on peut vous écouter, puis on reparle de ce qu'on a entendu juste après. Bon. On commence. Alors peut-être un extrait de votre recueil. D'abord, vous voulez commencer par... Oui. D'accord. Si vous permettez, je vais d'abord vous lire un extrait de ça. Vous allez mieux comprendre pourquoi... On dit ce que c'est. Oui, je vais expliquer ce que c'est. Pourquoi j'ai l'air d'avoir des obsessions. Vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'est King Kong Theory. Virginie Despentes. Je l'ai lu tout récemment. Je confesse humblement. Je confesse que je ne l'avais pas lu. Et voilà ce qu'on trouve là-dedans. Il y a un lien réel entre l'écriture et la prostitution. S'affranchir, faire ce qui ne se fait pas, livrer son intimité, s'exposer au danger du jugement de tous, accepter son exclusion du groupe. Plus particulièrement en tant que femme, devenir une femme publique. Être lue par n'importe qui, parler de ce qui doit rester secret, être exhibé dans les journaux. En opposition évidente avec la place qui nous est traditionnellement assignée. Femme privée, propriété, moitié ombre d'homme. Devenir romancière, gagner de l'argent facilement, provoquer la répulsion autant que la fascination. La honte publique est comparable à celle de la pute. Soulager, tenir compagnie à ceux dont personne ne veut, partager les intimités d'inconnus, accepter sans jugement divers types de désirs. Alors,
page 84. Avant d'écouter un extrait, Virginie Despentes, ça vous étonne que ce soit ce passage-là précisément que Marie-Hélène Lafont ait choisi? Une fois qu'elle l'a choisi, non. Si on m'avait demandé juste avant, j'aurais été bien incapable de penser à ce passage-là, mais une fois qu'elle le lit, non, pas du tout. Et pas du tout venant de Marie-Hélène Lafont. Et je suis Est-ce que qu'est-ce qui ça vous touche particulièrement du coup, qu'elle se soit accrochée à ça? Non, puis elle lui donne un sens en lui donnant cette voix que je ne lui avais pas encore entendue et que j'aime beaucoup. Et donc après ça, la messe. Liturgie. C'est le tout premier texte que j'ai écrit. 1996. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. Il s'enfermait dans la salle de bain. Il était le père, il avait le droit. Elles étaient dans la cuisine, les sœurs, les trois. Elles entendaient les bruits, l'eau, le rasoir électrique, les coups sourds dans la tuyauterie quand il fermait un robinet, les chocs légers sur la tablette de verre, le flacon d'après-rasage Ménène, le peigne. Il se rasait d'abord. Ensuite, il entrebâillait la porte. Il ne se montrait pas. Il disait un prénom. Elles savaient. Elles allaient, chacune persuadée d'être appelée plus souvent que les deux autres. Elles entraient dans le corps de la salle de bain, dans son haleine. La buée était rose, d'un rose tendre et tiède de sous-vêtements, à cause des murs. La mère avait choisi la couleur au moment des travaux. Les murs étaient grumeleux comme la peau des poules mortes et plumées. La salle de bain avait été aménagée dans une ancienne alcôve. Vous voyez l'alcôve? Elle était rectangulaire et n'avait pas de fenêtre. Elle jouxtait une pièce jumelle que ceux de la maison appelaient le débarras. Le débarras sentait fort, la salle de bain aussi. Alors, c'est le tout premier texte que vous avez écrit ou la première nouvelle de ce recueil seulement? Non, c'est vraiment votre entrée en écriture? Oui, octobre 1996. J'écris ce texte-là. C'est un texte c'est le texte du corps du père. Et je l'envoie à Pierre Michon, qui est le père, pour moi, fantasmatique et fantasmé en littérature. Je le lui envoie, ne doutant de rien. Et il me répond, peu de temps après, qu'il ne lit pas les textes qu'on lui envoie parce qu'il n'est pas éditeur, ce que je comprends très bien a posteriori, mais qu'il a lu le mien parce qu'il était court. Et il me dit d'aller, il me dit de travailler. Il fait exactement ce qu'il fallait. Voilà, il me pousse comme ça. Il me dit allez-y. Et j'ai pas arrêté depuis. C'est lui le responsable. C'est sa faute. Sa faute. Alors la nouvelle, vous diriez que c'est un genre de prédilection pour vous? Non, j'ai commencé comme ça parce que j'avais peur de ne pas tenir la distance. Et je pensais très naïvement que c'était plus facile d'écrire des nouvelles que des romans, ce qui n'est pas vrai. C'est tout à fait autre chose. Et il me semble, je l'écris d'ailleurs dans le texte qui s'intitule Histoire, qu'un texte a sa distance, comme un coureur. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au marathon, et puis d'autres qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes sur 10 000 mètres, ou au contraire sur 100 mètres. Eh bien, pour les textes, c'est pareil. Sauf que parfois, on ne le sait pas quand on les commence. Enfin, moi, quand j'ouvre un chantier, je ne sais pas forcément vers quoi je vais aller. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai écrit ce texte-là, c'était vraiment par défaut. J'avais peur de ne pas tenir la distance. Donc, j'ai commencé quelque chose de court, vous voyez. Depuis, j'ai écrit davantage de romans que de nouvelles, mais je ne suis pas tout à fait tranquille. Je devrais l'être, mais je ne le suis pas avec cette affaire-là. Roman, nouvelle, roman. Moi, je passe souvent de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et pas forcément dans l'ordre qu'on attendait, c'est-à-dire d'abord la nouvelle et ensuite le roman. J'ai déjà fait l'inverse aussi, vous voyez. Et tout ça, c'est du texte. Tout ça, c'est de la viande verbale. Tout ça, c'est du matériau. C'est le travail d'écriture. Moi, j'ai le sentiment, depuis que j'ai commencé il y a 20 ans, il y a exactement 20 ans, hein, de produire une coulée verbale, voilà, et de temps en temps, de détacher un morceau, ça fait un livre. Mais
Virginie Despentes, ça vous surprend comme image, là, ça produire une coulée verbale et de temps en temps, hop. Non, c'est une façon de le dire. Je pense que c'est ce qu'on fait tous, finalement, mais on ne le dirait peut-être pas comme ça. Ouais. C'est ce qu'on produit. Alors, effectivement, c'est vrai que produire une coulée verbale, dit comme ça, malgré tout, ça peut laisser penser que c'est pas très concerté, mais d'ailleurs, peut-être que ça l'est pas du tout. J'ai une réponse double là-dessus. Parce que ce que j'appelle le premier jet, vous voyez bien, produire une coulée verbale, le premier jet, hein, bon. Ce que j'appelle le premier jet, c'est quand même peu concerté. Hein. Moi, j'y vais au flair. Je suis, au sens du verbe suivre, une piste narrative. Vous voyez, hein. Quand j'écris ce qui est devenu mon premier roman, j'écris l'histoire d'un homme qui continue après que la femme avec laquelle il avait vécu l'a quitté. C'est l'histoire d'un homme qui continue, c'est rien d'autre. C'est déjà ça, mais c'est rien d'autre. C'est ce que j'appelle une piste narrative. Je vais la suivre au flair. Ça a un côté... Je dis volontiers que j'écris comme une taupe, T-A-U-P-E. Hein. Il y a d'ailleurs une nouvelle qui s'intitule Les taupes là-dedans. Hein, voyez, bon. Donc, je commence comme ça. Voilà. Et... j'explique dans l'histoire que moi, il m'est arrivé de penser très honnêtement que j'allais commencer un livre de nouvelles et je me retrouve 2 ans après avec un roman. Vous voyez, c'est vous dire à quel point c'est opaque au départ. Au départ, c'est très opaque. Je m'enfonce dans le maquis textuel, vraiment. Hein. Alors après, dans un second temps, c'est obsessionnellement concerté, en effet. Et j'ai même un désir de maîtrise qui me conduit à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à cette situation d'impossibilité où je me dis qu'il faut s'arrêter, tu vas le démolir le texte, vous voyez. Tellement, en effet, ensuite, j'ai un désir de serrer la structure, de la rendre de bander l'arc au mieux, vous voyez, bander l'arc du texte. Hein, bon. Et bien sûr, de maîtriser la langue. Voilà, bon, mais c'est sans fin, hein. Et peut-être que c'est trop tendu, d'ailleurs. C'est une question que je me pose. C'est-à-dire s'arrêter de travailler un peu avant pour laisser un peu de... Qui veut faire l'ange fait la bête, hein. Vous voyez. Donc, je ne sais pas, je m'interroge là-dessus, sur cette façon que j'ai de vouloir visser chaque mot, chaque boulon, vous voyez. Je ne sais pas. Mais le jour où je saurai, ça veut dire que j'aurai fini. Hein, Est-ce que ça fait écho à votre façon de travailler ou pour le coup c'est très différent? L'image de la taupe, oui. Non, c'est vrai parce que quand on commence un texte, c'est vrai qu'elle est très parlante. Elle évoque énormément de choses, l'image de la taupe. Parce que c'est vrai qu'on creuse, va savoir jusqu'où, va savoir quelle terre, va savoir où on sort. Ça, c'est vrai que quand on commence un roman, ça doit être vrai pour beaucoup d'entre nous. C'est ça, va savoir combien de temps, va savoir est-ce qu'il sera long, est-ce qu'il sera très court. Moi, j'ai commencé Vernon Subutex convaincu que c'était un texte très très court, et je me retrouve avec 3 tomes. Voilà, vous saviez pas du tout que ça allait être une série. Non, et puis vraiment pas que ça allait être long, parce que c'était un prétexte tellement court. Un homme perd son appartement, va dormir chez des amis à lui. Ça me paraissait être un roman que j'allais écrire en quelques semaines et puis ça, c'est devenu ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un travail de sous-terre et de Miro, quoi. Et pourquoi avez-vous, à quelle occasion avez-vous eu envie ou la possibilité justement de faire un recueil de vos nouvelles? Pourquoi ce recueil-là maintenant? Alors, avec des nouvelles écrites sur une durée si longue. Si je puis me permettre, je récuse le mot recueil, si vous permettez, d'abord, dans un premier temps. Je récuse tout ce que vous voulez. Et je n'aime pas ce mot recueil parce que ça recueille rien. J'aime le mot livre. Je dis toujours livre de nouvelles. Mais je sais qu'on dit toujours recueil, hein, mais je dis toujours livre de nouvelles. Alors, si vous voulez, moi, quand je commence à écrire, j'écris ce texte court, là, liturgie. Parce que j'ai peur. Hein, bon, voilà. J'écris ça. Ensuite, j'écris 2 textes qu'on appelle nouvelles qui sont plus longs. Jeanne et Alphonse. J'en ai 3. Voilà. Et ne doutant de rien, et ne connaissant absolument pas le paysage éditorial contemporain, je commence à chercher un éditeur avec ces 3 machins-là. C'est-à-dire un texte très court et 2 textes un peu plus longs. Ça ne fait pas un livre de nouvelles, ça ne fait pas un recueil de nouvelles, c'est pas assez... Enfin bon, je ne connaissais pas les codes, si vous voulez. Bon. Et je n'en trouve pas, naturellement. Hein, voilà. Et comme j'ai commencé à écrire et que je sens que ça pourrait être un petit peu ma place, la place à l'établi, hein, le lundi de Pâques 1998, j'ai un souvenir très très précis, je commence quelque chose qui petit à petit prend un peu plus d'ampleur et qui devient un roman.
Voilà. Et c'est avec ce roman que j'ai trouvé un éditeur. Le Soir du Chien, donc, a été publié. Et j'avais ces textes-là. Jeanne, Alphonse, Liturgie, vous voyez. Mais c'était pas un livre, c'était des textes que j'ai remis à sa demande à mon éditrice. Et c'est mon éditrice qui m'a dit, et ça, vous voyez, c'est un acte de confiance éditoriale dans le paysage de l'édition ici et maintenant. C'était à la rentrée littéraire de 2001. Je publiais un premier roman. Il devait y en avoir 90. Hein. Mon premier roman, j'aurais pu en vendre 32, dont 12 à ma grand-mère. Hein, et circuler. Pas un article, rien. Ça aurait pu arriver. Voyez. Et avant même que mon premier roman ne soit sorti, mon éditrice m'a proposé de faire un livre de nouvelles. Elle m'a dit, si vous êtes d'accord, Marie-Hélène, en mars de l'année suivante, en mars 2002, on publie un livre de nouvelles qui s'intitulera Liturgie. C'est elle qui m'a proposé le titre. Liturgie, il faut être culotté quand même, hein, pour intituler un livre de nouvelles Liturgie. Hein. Voyez, hein, qui s'intitulera Liturgie. On mettra Jeanne, Alphonse. Hein. J'avais écrit entre-temps un autre texte qui s'intitule Roland. J'en ai écrit un autre ensuite, hein, qui clôt le livre. Voilà comment le livre s'est fait, d'une façon très organique. Vous voyez, hein, et comme ça, opaque aussi. Voilà, bon. Et donc ça, je l'ai publié en 2002. J'ai publié en 2006 un autre livre de nouvelles qui s'intitule Organes. Vous voyez, quand je dis que c'est organique, hein, oui. Organes, oui. Voilà. Hein, où on voit souvent des enfants, enfin, plus tout à fait des enfants, pas encore tout à fait des adolescents, hein, qui poussent le nez hors du cocon familial, voilà, hein, et qui se poussent dans la vie, voilà. Bon, c'est un livre, je publie ça en 2006, voilà, bon. Et puis, ça existe, c'est tout, c'est là. Mais avec le peu de visibilité des livres de nouvelles. Hein. Et à la suite de la publication d'un certain nombre de mes romans qui sont devenus un peu plus visibles, toujours la même éditrice, Pascal Gauthier, m'a proposé de reprendre ces deux livres de nouvelles, celui de 2001 et celui de 2006, et d'en faire ça. Vous voyez ? Voilà. Donc, dans le paysage éditorial contemporain, un éditeur qui propose à son auteur de republier des nouvelles, vous voyez, et d'en faire un recueil. Hein ? Bon. On a ajouté aussi 2 autres textes qui étaient épuisés. Hein ? Et puis j'ai écrit un texte inédit qui s'intitule Histoire, qui est un texte sur le rapport justement entre roman et nouvelle. Comment ça va de l'autre à l'un, de l'un à l'autre, voilà, etc. Et puis ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait en se faisant. Et je n'ai eu qu'une coquetterie. J'ai voulu et vous allez voir, on va se retrouver à Lyon. Je dis ça à cause de Louis Calafert, qui était très ami avec Jacques Truffémus. J'ai voulu, en couverture, un morceau de peinture, comme on mange un morceau de tarte. Vous voyez ? Un morceau de peinture, c'est-à-dire un détail d'un tableau de Jacques Truffémus, qui est un vieux monsieur absolument extraordinaire, qui doit avoir 93 ans, qui vit à Lyon, qui travaille à Lyon, qui peint à Lyon, qui a une œuvre magnifique, et dont j'ai découvert l'existence il y a 4 ou 5 ans, et qui était très ami avec Calafert. Ils ont été très liés pendant toute leur vie, Jacques Truffémus et Louis Calafert. Voilà. Et ça, c'est un morceau de peinture, on en mangerait, de Truffémus. Et Truffémus, en plus, c'est un nom de personnage de roman. Ça s'écrit T-R-U-P-H et accent aigu M-U-S. Vous imaginez ? On voudrait l'inventer, on ne ferait pas mieux. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et vous, Virginie Despentes, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, excusez-moi si je vous fais répéter, est-ce que vous avez découvert le travail de Marie-Hélène Lafon à l'occasion de ce recueil, ou vous le connaissiez déjà ? Moi, c'était Chantier. En fait, j'ai découvert Marie-Hélène Lafon c'est ça, parce pardon, excusez-moi. Avant de rejoindre le concours, j'ai fait une année au jury du Fémina, et ces dames du Fémina, certaines d'entre elles, étaient absolument inconsolables de ne pas pouvoir avoir donné le prix Fémina l'année précédente à Marie-Hélène Lafon. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec cette Marie-Hélène Lafon ? Qui est-ce ? Et je suis allée acheter Chantier comme ça, il y a donc 1 an et demi. Et ensuite, j'ai reçu Histoire, et je l'ai lu dans le même mois. Et à ce moment-là, en plus, j'ai vu Marie-Hélène Lafon à la télévision en train de parler de Calafert. Donc le tout, voilà, je suis rentrée avec ce nouvel auteur de cette façon-là. Voilà, exactement. D'accord. Mais c'est vrai, au Féminin, il y en avait qui étaient, mais elles avaient le cœur brisé 1 an plus tard, de pas, je vous le dis. Vous le saviez ? Briser le cœur des dames. Voilà. Alors, c'est un petit peu... je sais que ça peut être un petit peu... Et à ce moment-là, donc, je suis allée voir Wikipédia, et j'ai vu cette chose extraordinaire que dans la fiche Wikipédia de Marie-Hélène Lafon, on dit qu'elle ne veut pas d'enfants. Et j'ai trouvé ça fou qu'on le dise dans une fiche Wikipédia. Je ne l'ai jamais lu. Bah, je vous le dis. Alors, on sait que non seulement vous n'avez pas d'enfants, mais en plus, vous avez dit que vous n'en vouliez pas du tout, ce qui me paraît très bien. Mais ce que je trouve fou, c'est de le mettre dans la fiche Wikipédia, qui est par ailleurs assez bien faite. Je devrais aller voir ma fiche Wikipédia, je ne l'ai jamais vue.
Mais c'est étonnant. Ah oui, c'est totalement stupéfiant. Ce que je sais, c'est qu'il y a une photo où j'ai l'air d'avoir 98 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, hein, voilà, bon. Mais à part ça, je ne savais pas qu'il y avait cette phrase. Bon, on ne contrôle pas, hein. Non, mais je m'en souviens encore. Bon. Je dis que pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce qu'on s'en... Oui, de quoi on se mêle. De quoi. Mais bon, voilà. Oui, voilà, exactement. Et on rejoint King Kong Theory, le Totalement. passage Totalement. que vous avez lu. J'allais dire, c'est un petit peu forcément délicat d'en parler puisqu'elle est là, votre éditrice, mais je sais que ça intéresse toujours beaucoup l'assistance. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment vous travaillez et comment se font les va-et-vient avec du travail avec votre éditrice? Alors, bon, encore une fois, vous nous dites ce qu'on peut dire en sa présence, mais... Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas tout dire. je sais, c'est pas facile, mais voilà... Pour nous aider à comprendre, je crois qu'il y a une vraie curiosité sur le travail de l'écrivain et la collaboration avec un éditeur. En fait, il y a eu 2 temps, parce que, en fait, quand mon premier texte, celui qui est devenu Le Soir du Chien, le premier roman, a été accepté chez Buchet-Chastel, qui est mon éditeur depuis ce temps-là, nous sommes un vieux ménage, Buchet-Chastel et moi, quand mon premier texte a été accepté, Pascal Gauthier, qui est devenu par la suite mon éditrice, n'était pas encore dans la maison. Il y est arrivé 2 ou 3 mois après. Et donc, dans la corbeille de mariage, elle a trouvé Le Soir du Chien. Hein, bon. Et là où nous nous sommes adoptés mutuellement, elle comme éditrice et moi comme édité, participe passé, passif, c'est avec liturgie, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà... qu'il y ait un désir éditorial me concernant, ça s'est fait jour autour du livre de nouvelles, donc, hein, voilà. Alors, à partir de là, donc, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un chantier d'écriture en cours, parce que moi, si mon livre s'intitule Chantier, le livre où je parle de l'écriture s'intitule Chantier, c'est parce que moi, je ne dis jamais que je commence un livre, je dis que j'ouvre un chantier. Vous voyez, voilà. J'emploie beaucoup le mot de chantier, qui me va très très bien, le mot d'établi. Bon. Et donc, à partir de là, j'ai découvert ce que c'était que d'être au chantier d'écriture en ayant un éditeur, en l'occurrence une éditrice, qui attend votre texte. Ce qui n'avait pas été le cas pour mes 2 premiers livres. Vous voyez ? Bon. Donc ça, c'est déjà un élément. Et ce qui s'est fait jour, c'est parce que je suis incapable de faire autrement, c'est que je ne donne rien à lire au fur et à mesure. Rien. Rien. C'est-à-dire, j'avance. J'avance jusqu'au point d'éreintement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Et quand j'en suis à ce point-là, je donne mon texte. Voilà. Mais il est déjà quasi bouclé, fini. Oui, vous n'êtes pas dans la conversation avec votre maison d'édition, votre éditrice. Oui. Non. Et Pascal Gauthier a eu l'intelligence de comprendre qu'il valait mieux me laisser tranquille. Voilà. Vous voyez, pas venir me dire alors combien de pages, alors, etc. Bon. Alors, cela dit, 2 petites choses simplement pour compléter. Depuis plusieurs livres maintenant, au bout de 6 mois de chantier à peu près, quand je sens que ça fera peut-être bien un livre, vous voyez, parce qu'on peut ouvrir un chantier puis ça s'arrête. Hein. Hein, les accidents de chantier, ça arrive. Hein, vous voyez. Et souvent, on ouvre un chantier, puis ça dure beaucoup plus longtemps qu'on ne pensait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, filons la métaphore. Donc, moi, j'attends d'avoir 6 mois, 8 mois de chantier derrière moi. Et alors là, je me dis, bon, ça va sans doute, ça devrait faire un livre. Et alors là, je fais ce que j'appelle un synopsis. C'est-à-dire une page, recto verso. Vous voyez, souvent au conditionnel. Voilà, ça serait ça. Voilà. Bon, hop. Et ça, je l'envoie à Pascal Gauthier. Voilà. Elle a ça. Elle sait que la piste que je suis en train de suivre, c'est celle-là. Voilà. Et on se fait confiance. C'est presque pour la rassurer ? Eh bien, en tout cas, vous voyez, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, on se fait confiance. Elle me laisse aller à mes affaires. Voilà. Bon, alors une fois que je donne le texte, je lui donne le texte, je le donne en même temps aussi à ma lectrice. J'ai une lectrice à laquelle j'ai dédié mon tout premier roman, qui s'appelle Agnès. Je le donne en même temps à ma lectrice, dont le regard est impitoyable mais indispensable. J'ai beaucoup de chance. Regard et puis travail au crayon. Sur mon manuscrit, au crayon papier, toutes les pages. Elle entoure le point-virgule. Ça va, là, faites la maligne avec le point-virgule. Mettez plutôt une virgule. Ou bien, elle entoure un imparfait, point d'interrogation, passé simple. Ou bien, tel adjectif, page 32,
page 84 et page 132. Garde-le, page... elle me tutoie. Garde-le, page 132, mais enlève-le, page 184. Enfin, vous voyez le genre, c'est phénoménal. Hein, phénoménal, voilà. Donc j'ai double lecture. J'ai la lecture de Pascal Gauthier et j'ai la lecture d'Agnès. Voilà. Et je retravaille. J'ai l'air comme ça un peu psychorigide, hein, mais je retravaille. Je repasse au crible chaque proposition. Chaque proposition, vous voyez. Et parfois, il leur est arrivé, à toutes les deux, pour un de mes livres, Les Derniers Indiens, par exemple, de me demander, alors qu'elles ne se connaissent pas, hein, l'une sait que l'autre existait réciproquement, mais elles ne se connaissent pas. Hein. Il est arrivé qu'elles me demandent la même intervention, et une intervention importante sur un texte, vous voyez, qui m'a pris 4 mois de travail. Hein. Mais j'ai senti qu'elles avaient raison, et je l'ai fait. Voilà. Par exemple, un exemple très précis d'intervention sur l'annonce. Les subjonctifs plus que parfaits. Pascal Gauthier me dit, Marie-Hélène, ça amidonne la langue. Pas mal. Ça veut dire qu'elle me connaît bien. Hein, ça amidonne, le verbe amidonner. Quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école religieuse, on faisait des travaux manuels, on faisait du crochet. Et après, il fallait les amidonner. C'était l'enfer. Je déteste ce verbe. Je me suis dit, ça doit pas être bon. Et j'ai repris. J'en ai enlevé la moitié. Voilà, c'est du travail. Et j'adore les interventions techniques dans la langue, vous voyez, techniques. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc ça reste une collaboration de confiance, voilà. Oui. Oui. Et on travaille. Et un artisanat, vous diriez? Oui. C'est pour ça que j'emploie établi chantier. Et on travaille, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai 20 ans d'écriture derrière moi et que patati patata et qu'on me voit de temps en temps à la télé que je vais forcément produire un texte qui se tienne. Pas du tout. C'est pas le contraire non plus. On travaille. Ce mot de chantier, Virginie Despentes, il vous plaît aussi ou... C'est comme la taupe, beaucoup. Oui. Oui, en plus, c'est une analogie que j'avais pensé à faire avant, mais en regardant un reportage idiot à la télé de gens qui avaient fini par vivre dans leur cuisine parce qu'ils n'arrivaient pas à monter leur maison. Et j'étais en train d'essayer d'écrire un livre et ça me faisait cette même sensation. Bon, j'ai pas mis la fenêtre au bon endroit, j'ai pas construit sur le bon terrain, j'ai pas... Et c'est vrai que cette notion de chantier, on peut filer la métaphore très très loin avec le chantier. Donc oui. Et l'artisanat aussi. Et c'est vrai que de toute façon, même pour quelqu'un comme moi, on travaille. Je pense qu'il doit exister des auteurs qui ont un premier jet impeccable, mais en général, ça se travaille, hein, du premier jet et c'est même là que le travail se fait bien ou pas, dans la capacité, dans la faculté à retravailler la matière première. Pardonnez-moi juste une chose, je ne sais pas si vous faites ça. Moi, j'attends beaucoup aussi. Je laisse poser et je reprends et je vois se lever dans le texte des choses que je n'y voyais pas, que je n'y voyais plus. Je sais pas si beaucoup de temps, c'est quoi? poser, ça se compte en jours, en mois? En mois. Ah oui, en mois. Non, je le fais pas et j'aimerais le faire, mais je me laisse pas le temps parce que je suis quelqu'un de très angoissé et en général, je me laisse pas le temps de beaucoup de choses et je sais que c'est une bonne chose de pouvoir laisser reposer. Par exemple, j'ai pu le faire avec le tome 2 de Vernon Subutex qui me paraissait écrit. Et puis je suis revenu le relire comme ça pour retaper 3-4 trucs et je l'ai repris entièrement parce qu'effectivement, une fois qu'on a 3, 4, 5 mois de laps et de passer à autre chose et de laisser effectivement de rafraîchir le regard, on voit un tas de choses qu'on voyait plus du tout en dernière lecture, quoi. Mais pour l'instant, je m'autorise pas encore à prendre assez le temps, quoi. Et ben c'est très angoissant, hein, parce que quand on laisse poser, moi chaque fois que je rouvre ce que j'ai laissé poser quelques mois, je me dis c'est peut-être rien et tu vas t'en apercevoir. Donc, c'est... Ah oui. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on peut proposer au public de dialoguer aussi avec nous. Si dans la salle, certains d'entre vous ont des questions à poser à Marie-Hélène Lafont ou à Virginie Despentes, évidemment, je crois qu'on peut faire passer un micro. Oui. Alors que vous ayez lu ou non le recueil de nouvelles, évidemment, hein. On a bien compris que, à la fois dans votre œuvre littéraire et même dans votre physique, tout vous opposez, y compris les chaussures. J'aurais une question à poser à Marie-Hélène Lafont, qui parlait tout à l'heure de chair de l'homme, ou de chair de l'humanité dans ses ouvrages. Je connais bien la région, j'ai une maison à côté de Murat, hein, ça doit vous parler. Cette chair de l'homme, elle est présente dans les ouvrages, mais il n'y a jamais d'érotisation. Et Virginie Despentes doit bien savoir de quoi je parle. Alors pourquoi cette absence d'érotisation? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est volontaire?
mais est-ce que ça tient au milieu paysan de cette région-là? Voilà. Je vais dire une... Ah, pardon, oui. Je vais dire une chose, mais je pense que vous aurez quelque chose à ajouter, sans doute, Virginie. Alors, il n'y a pas d'érotisation explicite. Mais il y a, me semble-t-il, moi je dis volontiers que j'écris des livres d'obsédés. C'est-à-dire que dans la façon que j'ai de poser le corps du père, par exemple, le geste des filles, dans la façon que j'ai de faire arriver dans l'annonce Annette. Elle arrive dans la cour de la ferme. Et c'est tout de suite une chair blanche qui éclate dans la cour de la ferme. Vous voyez, donc il n'y a pas d'érotisation directe, ou en ce sens qu'il n'y a pas de scène de cul, disons-le carrément. Quoique. Il n'y a pas de crudité, en voilà, tout cas, il n'y a pas ça. Mais en revanche, il y a une saturation sexuelle dans tous mes livres, à tel point que moi-même, parfois, ça me... Vous voyez? Mais quand je les lis en public, parfois je me dis bon sang de bon sang de bon sang. Vous voyez? Donc je crois qu'il y en a une, mais voilà. Ça m'amuse beaucoup que vous me disiez qu'il n'y en a pas, parce que moi je crois qu'il y en a partout. Mais c'est bien la preuve, vous voyez, c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure. Vous voyez? Accepter sans jugement divers types de désirs. Accepter sans jugement divers types de lecture. Voilà. C'est votre j'entends tout à fait la lecture que vous avez, monsieur. Et moi, je pense au contraire que c'est ourbi et orbi dans mes livres. Je suis d'accord, moi, qu'il y a énormément en tout cas, une notion de tension, de désir, de crudité, justement, et de... Sur le point 2, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en général, on reste sur le point 2 ou sur le moment où, mais il y a tellement de chair dans les textes de Marianne Lafont qu'il y a forcément... Alors, peut-être pas érotisation, effectivement, et peut-être pas le mot qui viendrait à l'esprit tout de suite, peut-être plutôt carrément de la pornographie. Quelque chose de plus frontal, plus brutal. Carrément. Même si c'est pas graphique. Non, mais ça, il y a quelque chose de... Parce que c'est cru, par contre, c'est extrêmement cru. Et les personnages, même s'ils sont quelque part enferrés souvent dans des solitudes, se cherchent comme des taupes, justement, mais se cherchent comme des fous. Se cognent et se cherchent. Et en tout cas, le sexe, le désir, la tension des corps est vraiment omniprésente dans la plupart des textes, en fait, même. Ou l'absence, de crever d'absence, mais se cogner sans réussir vraiment à s'attraper, s'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est complètement obsessionnel, effectivement. Se cogner sans réussir à s'attraper, c'est très chorégraphique, ça. Et vous voyez, je cite un exemple, dans l'annonce, par exemple. L'annonce, un paysan passe une annonce matrimoniale, une femme y répond, bon, on m'attend sur la scène, au lit, on m'attend. Eh bien, on ne me trouvera pas. Il n'y aura pas cette scène-là. En revanche, je vais vous placer, vous lecteurs, en position de voyeur-écouteur. Parce que vous allez faire comme la sœur et les deux oncles du paysan qui a passé l'annonce, c'est-à-dire que vous allez écouter pour entendre si ça se passe bien là-haut à l'étage. Et dans ces vieilles maisons, on entend tout. Chacun sait ça. D'accord ? D'une part. Et d'autre part, le vocabulaire de l'étreinte, je le mets dans ce livre. Il y est dans l'annonce, mais pas entre Annette, la femme qui est venue du Nord, et Paul. Il y est entre Eric, qui a 11 ans, et la chienne de la maison, Lola, qui est l'amour de sa vie, et avec laquelle ils sont dans des emboîtements et des caresses. Il y est le vocabulaire, mais il est là, il n'est pas de l'autre côté. Et enfin, dernier point, on n'a pas impunément passé 7 ans entre l'âge de 11 ans et l'âge de 18 ans dans une école religieuse. De l'art de la frustration. Merci beaucoup Marie-Hélène Lafont et merci Virginie Despentes, merci pour ce dialogue entre vous deux. Merci. Est-ce que on vous juste un détail. Dans Mordre au travers, il y a 2 nouvelles, sacré novelliste, I Blue Devil, c'est ça, et Fils à papa. On vous retrouve sous le chapiteau pour signature ou à la sortie d'ici. Marie-Hélène Lafont, est-ce que vous savez quand on peut vous retrouver pour signature? Sous le chapiteau, juste après le débat. Merci.